C'est bien généraux Monsieur X d'enregistrement. qui dépose une requête auprès du Conseil constitutionnel, mais il est représenté par le cabinet d'avocats qui s'appelle AARPI Prota, hein, représenté par Diane Prota, dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà. Alors, tout d'abord, je pense qu'avant d'aller plus loin, il faut faire un rappel sur le parcours d'une QPC. Donc, je vais rappel QPC, mais avant de faire ça, je vais vous mettre à l'écran ce que dit la loi concernant quelles sont les possibilités qu'on a de déclencher une QPC. Donc, parcours QPC. Bon, tout ça, c'est extrait du site du Conseil constitutionnel. Hein. Alors, la QPC doit être posée par écrit, mais ce qui est important, c'est les 3 conditions. Alors, la QPC doit être déposée non pas directement au Conseil constitutionnel, mais elle doit être… Bon, je vais lire depuis le début parce que la création prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée au cours d'une instance devant une juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la nature du litige, civil, pénal, fiscal, administrative. Non. Donc, une QPC, d'abord, a priori, ne peut être déclenchée que dans le cadre d'un procès. Alors, la QPC doit être posée par écrit. Donc ça, c'est très important parce que déjà, le cas de figure qui est un décret signé par le président de la République pour convoquer les électeurs, ce n'est pas un procès. Ce n'est pas un procès qui met en litige, un procès qui expose un litige entre un citoyen et l'administration. Donc, il y a une ambiguïté, enfin pas une ambiguïté, mais il y a une erreur sur, voilà, extrait du site du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'une QPC? Vous l'avez à l'écran, là? Oui, voilà, on l'a très bien. Bon. Lors d'un procès, si vous estimez qu'une loi est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, vous pouvez poser une QPC avant que l'affaire ne soit jugée. Mmh. La QPC sera d'abord examinée par la juridiction devant laquelle le procès est en cours. Après examen, elle peut être transmise au Conseil constitutionnel. Mmh. Le Conseil constitutionnel juge alors si la loi est conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution. Seules les lois peuvent être contestées dans le cadre d'une QPC. Voilà. Là, on attaque une loi. D'abord, faire un recours en Conseil d'État, par exemple, ça ne veut pas dire que c'est un procès. Ah bah, Ouais. le recours n'est pas un procès. Bon, Bien pour ça que je parle du tribunal administratif. Oui, le recours n'est pas un procès. Ils ne sont pas en procès. Là. C'est assez suffisamment complexe pour ne pas partir dans Serrions les problèmes. Pour pas parler dans les sens. Donc, alors ensuite, il y a trois conditions qui doivent être remplies pour qu'une QPC, voilà, c'est ici, j'ai mis. Les 3 conditions, c'est la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure où constitue le fondement des poursuites. C'est-à-dire qu'il faut attaquer une loi sur laquelle le procureur se fonde. On ne peut pas profiter d'un procès pour attaquer une autre loi. Il faut attaquer la loi qui est applicable au litige. C'est le premier point, très important. Bon. Deuxième point, il faut que la disposition législative qu'on considère comme étant inconstitutionnelle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Tout simplement en vertu, non pas en fonction de la vertu telle qu'on l'a dans notre tête, hein, bon, mais en application de la loi qui dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles d'appel. Voilà, bon. Et le troisième point, c'est que c'est une question nouvelle, c'est-à-dire que c'est un cas qui s'est jamais posé et que ça présente un caractère sérieux, c'est-à-dire que ce n'est pas farfelu. Voilà, bon. Et ces 3 points
vont être étudiés par Diane en disant qu'elle se situe bien dans le cadre. Voilà. Alors ça, c'est le petit rappel avant de continuer. Donc, moi, je dirais déjà qu'à ce stade-là, le fait de dire qu'un décret est inconstitutionnel, c'est pas via une QPC qu'il faut le faire, parce que, encore une fois, on n'est pas dans le cadre d'un procès, c'est-à-dire Monsieur X n'est pas attaqué. Hein, voilà, Monsieur X n'est pas en procès. Il n'est pas en procès. Voilà, bon. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, c'est qu'une QPC, ça ne se dépose pas auprès du Conseil constitutionnel. Hein, on l'a vu, ça se dépose auprès du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, qui vérifie les 3 points, que la disposition attaquée est bien au fondement même du litige. Deuxième point, que cette disposition n'a pas été déjà validée par le passé par le Conseil constitutionnel comme étant conforme à la Constitution. Et troisième point, que cette requête présente un caractère sérieux et pas farfelu. Donc, ce n'est pas auprès du Conseil constitutionnel qu'il faut envoyer ça, c'est auprès du Conseil d'État. Alors maintenant, on va voir, je vais revenir sur... Donc déjà, l'avocate, elle ne savait pas trop bien ce qu'elle faisait, en fait. Oui, mais oui. Mais bon, nous, ça nous apprend. Quoi. Nous, ça nous apprend justement à faire... oui, là j'ai... Alors, après avoir rappelé ce que c'est QPC, moi, je me suis demandé qu'est-ce qu'on attaque, en fait, hein, on comprend bien. Est-ce que c'est un contrôle de loi déjà promulguée? Bon, à priori, non, puisque donc la révision... Alors, on rappelle que la révision constitutionnelle de 2008 a introduit dans la Constitution l'article 61.1 qui crée la question prioritaire de constitutionnalité. Cette réforme ouvre aux citoyens le droit de contester la constitutionnalité des lois promulguées à l'occasion de procès. Bon, la question prioritaire de constitutionnalité peut être posée au cours de toute instance devant une juridiction d'ordre administratif ou judiciaire à tous les stades de la procédure. Le juge transmet la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ou au Conseil d'État. Donc, on le donne au juge qui transmet à la Cour de cassation au Conseil d'État et qui dispose alors d'un délai de 3 mois pour l'examiner et renvoyer le cas échéant cette question au Conseil constitutionnel. Hein, celui-ci doit également statuer dans le délai de 3 mois. Hein, voilà, donc il y a 3 mois pour l'envoyer au Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel, lui, a 3 mois pour se prononcer. La question prioritaire de constitutionnalité ne peut pas être posée directement devant le Conseil constitutionnel, sauf dans le cas où le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne se serait pas prononcé dans le délai de 3 mois. C'est important. Si pendant 3 mois, c'est qu'on a déposé la QPC au Conseil d'État ou à la Cour de cassation et qu'au bout de 3 mois, personne n'a rien dit, alors là, on peut saisir directement le Conseil constitutionnel. Deuxième cas, est-ce que c'est un contentieux des élections législatives et sénatoriales? Non. Bon. Troisièmement, est-ce que c'est un contentieux rapport à l'élection présidentielle et des opérations référendaires? Non, il s'agit bien de l'élection présidentielle, mais il y a une procédure QPC qui est prévue pour les affaires de vote. Hein. Bon, les électeurs peuvent saisir directement le Conseil constitutionnel via le Conseil d'État. Tout électeur a le droit de contester la régularité de l'élection présidentielle et des opérations référendaires en faisant porter au procès-verbal les opérations de vote tenues par le président du bureau de vote, mention de sa réclamation. Les réclamations sont transmises au Conseil constitutionnel qui les examine. Donc, c'est dans le cadre du déroulement des opérations qu'on peut, c'est un peu ce qu'a fait Trump. Hein, voilà, bon. Voilà. Alors, donc, l'avocat, c'est Harpy Prota. Le décret attaqué, donc j'ai rajouté le contenu du décret, ici, qu'on voit bien ce que c'est. Il dit tout simplement, l'article 1 dit tout simplement, les électeurs sont convoqués le dimanche 10 avril 2022 en vue de procéder à l'élection du président de la République, par dérogation, Martinique, Saint-Barthélemy, etc. Voilà. Bon.
Donc, c'est les électeurs sont convoqués le dimanche 10 avril 2022 en vue de procéder à l'élection du président de la République. C'est cette phrase-là qui est contestée. Bon, alors, exposer les faits. Alors, au niveau, disons, de la méthodologie, ça, disons, c'est OK, hein, nous, on a fait pareil. Donc, Monsieur X est candidat à l'élection présidentielle, il dispose de 300 parrainages sur les 500 nécessaires. Néanmoins, il ne parviendra pas à obtenir d'ici le 4 mars les 500 requis par les possibles parrains auxquels il s'est adressé, qui lui ont répondu ne pas être libres de parrainer le candidat de leur choix du fait des pressions qu'ils subissent de la part en général de leur parti politique, mais également aussi d'élus de collectivités territoriales dont dépendent des subventions octroyées aux communes. Alors là, voilà, là on entre dans la subjectivité pure. C'est ça. On n'est plus du tout dans la loi dit ça ou c'est anticonstitutionnel. Là, on est dans la harangue politique. Ouais, c'est ça. On est exactement comme au prud'homme en disant le patron, voilà, il dit qu'il m'a licencié pour cause réelle et sérieuse. En fait, c'est pas une cause réelle et sérieuse parce que ce qu'il dit, c'est pas, voilà. Bon, et puis le patron dit si, j'ai une cause réelle et sérieuse. Et puis voilà, chacun fait une tautologie, on n'en finit pas. Après, il y a quand même la partie pièce témoignage en jaune là, qui donne du poids à cette. Donc, généralement, je ne sais pas quelles pièces et témoignages ils peuvent apporter à. Mais ça objective quand même l'affirmation. Oui, alors c'est pareil au prud'homme, il y a les témoignages. C'est-à-dire qu'il y a le copain du salarié qui a dit oh, ouais, j'ai entendu le patron qui a dit ceci, cela. Bon, ça pour moi, on n'est pas dans le juridique. Les témoignages, c'est-à-dire qu'il y a le maire de la commune de Trifouilly-les-Oies qui dit oui, voilà, conseil municipal, il y a un gars qui est venu me voir. Enfin bon, voilà, c'est tout. C'est quand même établir les faits hein, dans la. Non, mais ça, c'est pas des faits, c'est la loi du ragot, ça. Là, on est dans. Les témoignages, c'est pas, tu témoignes sous serment, c'est pas. Alors c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que là... c'est pas la loi du ragot. Des témoignages ou des pièces. En plus, parfois, s'il y a des pièces à fournir, un enregistrement vidéo, un enregistrement d'une conversation téléphonique, des choses comme ça. Non, ce sont des pièces, je m'excuse. Les pièces et les témoignages font partie justement des éléments probants. On va lui demander, voilà, c'est pour ça qu'on fait la réunion, on va lui demander les témoignages. Parce que soit. Oui, elle les a pas. Hein, parce que ça laisse peu de traces, à mon avis. Non, mais là où tu as tout à fait raison, Luc, c'est que si c'est marqué pièce témoignage, c'est qu'il y a des témoignages. Bon, alors, les témoignages, parce que c'est important, il dit Monsieur X a 300 parrainages et il ne pourra pas avoir les 500 parce que alors il y a parce que les maires en fait sont sous pression. Voilà. Bon. Alors donc ce qu'il faut d'abord c'est voir de quelle nature sont ces témoignages. Est-ce que c'est des maires qui disent oui, on m'a dit que, hein, ou bien est-ce que ce sont des maires qui produisent des lettres de leur parti disant ne donnez pas de parrainage, ou bien est-ce que c'est des maires qui ont enregistré des conversations téléphoniques de Macron ou de Mélenchon qui leur dit ne donnez pas, hein? Bon, voilà. Et c'est le premier niveau premier niveau de complétude de ce point. Et le deuxième niveau, c'est quand bien même il y aurait des pressions. Quand bien même il y aurait des pressions, ça n'est pas illégal. Ça n'est pas illégal. Et ça n'est pas un argument juridique pour dire le maire ne peut pas. Bon. Il faudrait qu'on ait des pressions, disons, qui mettent en jeu la vie avec une menace, puisque là, la menace, ça relève du pénal, donc une menace de mort si
Bon, alors à ce moment-là, mais à ce moment-là, c'est même pas la loi qui serait en cause, hein, c'est donc ça deviendrait une affaire pénale tout simplement, à savoir qu'il y a des chefs de parti qui ont des pratiques mafieuses. Mais la loi n'est pas en cause pour autant. C'est là la dérive, ce que j'appelle la dérive politique, la dérive émotionnelle et subjective, où on transforme des affaires juridiques en affaires politiques. L'affaire politique et l'affaire juridique, c'est deux choses différentes. On a vu bien ça, d'ailleurs, pour l'IVG, où on est en train de dire, disons quasiment, on est en train de démontrer par A plus B quasiment que la procédure est illégale, mais nous, on est d'accord avec ce que dit la loi. On est d'accord avec ce que dit la loi, mais cette loi a été votée de façon illégale. Bon, donc il faut bien faire la distinction entre ce qui est, c'est toujours la distinction entre le légitime et le légal. Le légal, c'est ce qui est inscrit dans la loi. Le légitime, c'est voilà, c'est l'éthique qu'on a dans la tête. Donc, moi, je propose de demander à Loris ou qu'elle nous mette directement en relation avec Diane Prota, afin que nous lui demandions de pouvoir consulter les témoignages. Bon, tout en sachant que nous allons porter une évaluation à deux niveaux sur ces pièces. D'une part, sur la validité, je dirais le caractère sérieux de ces témoignages, enfin le caractère en tout cas probant de ces témoignages, et d'autre part sur le fait que ces témoignages mettent en cause des pratiques politiques, mais pas la loi. Alors, ensuite, grand 1, 2. Le 26 janvier 2022 a été édicté au Conseil des ministres un décret portant convocation des électeurs pour l'élection du président de la République au vu des articles 6 et 7 de la Constitution. Ainsi, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 10 avril, le second tour le 24 avril. Bon, donc c'est exposé des faits. Et la pièce, voilà, c'est pour ça que c'est surligné en jaune, la pièce qui est portée au dossier, c'est le décret. Voilà. Alors, en application de ce décret, les candidats à l'élection présidentielle devront recueillir 500 parrainages avant le 4 mai pour s'y présenter. Non, non, ça c'est faux de dire ça. C'est pas en application de ce décret ne parle pas des 500 parrainages. Voilà comment on peut casser quelque chose. Oui, mais voilà comment, disons comment on se disqualifie, je dirais, en tant que juriste pur, en introduisant de la mauvaise foi qui relève de la dialectique, de la confrontation politique. Non. Les candidats à l'élection présidentielle devront recueillir 500 parrainages avant. C'est en application de la loi organique du 16 novembre 62. Le décret du 26 janvier ne cite pas, je ne cote pas, ne cite pas, puisqu'en plus il le cite, il cite le décret. Il ne parle pas des 500 signatures. Alors, bon, j'ai mis un résumé de la loi organique du 16 novembre 62 qu'on devrait connaître par cœur. Donc, voilà. Alors, ce décret, il indique quand même, il indique pas uniquement, bon, l'article 1 qui est attaqué et qui dit, effectivement, les électeurs français sont convoqués, mais ensuite, il y a l'article 2 qui dit, vu la loi, ou disons sous l'article 1, je ne sais plus exactement, il dit, je prends ce décret, vu la loi du 6 novembre 62, modifiée grâce à l'A1, vu la loi organique du 13 janvier 76, modifiée l'A1, vu le code électoral, vu le décret du 2001, vu le décret 2005. Donc, il signe un décret en ayant dit, j'ai bien regardé ce qui est écrit dans tous les autres décrets. Voilà. Donc, ce décret, c'est pas
une décision, je dirais, arbitraire du président de la République, comme c'est suggéré plus loin, d'ailleurs, mais c'est une décision, ce qu'on appelle une décision circonstanciée, c'est-à-dire qu'elle est prise après avoir pris en considération 5 points du corpus législatif. Voilà. Donc, alors, 1.3. Le requérant soutient que ce décret est entaché d'illégalité résultant de l'incompétence de son auteur. Alors, l'incompétence de son auteur, ça veut dire que le président de la République n'est pas compétent pour signer le décret. Ah oui. Voilà. Bon. Alors, ça veut dire, hein, parce que cette phrase, une incompétence, là encore on pourrait dire, tiens, c'est subjectif, Macron n'est pas compétent. Non. Comment c'est argumenté, justement? Alors, ah ben attends. C'est pas argumenté, justement. C'est pas argumenté. C'est-à-dire qu'il dit ce décret n'aurait pas dû être signé par le président de la République. Alors ça devient clair. Ce décret n'est pas bon parce qu'il n'aurait pas dû être signé par le président de la République. Bon. Donc, c'est contestation d'un décret. Donc, contestation d'un décret, c'est clairement pas une QPC, mais c'est clairement une requête en Conseil d'État. Puisqu'il s'agit de contester un décret qui va s'appliquer à l'encontre de monsieur X, que monsieur X donc va pas pouvoir se présenter. Bon, et donc, il faut contester le décret en Conseil d'État. Et là, il ne s'agit pas, en fait, c'est là qu'il y a en plus un mélange, il ne s'agit pas de contester la constitutionnalité du décret, il s'agit de dire que ce décret, il n'aurait pas dû être signé par le président de la République. Bon, alors, en appui de ce recours, est déposé également pour mémoire, enfin par mémoire séparée, et c'est à l'encontre de l'article 3 de la loi, c'est-à-dire la même chose que nous. Bon, alors, c'est bien de dire ça, mais à mon avis, ça n'apporte pas grand-chose, puisque c'est deux choses qui sont quand même très différentes. Hein, bon, bref. À mon avis, c'est hors sujet, ça. Bref. Bon, alors la discussion. C'est là qu'on est supposé donner les arguments. Le décret de convocation critiqué fixe, en son article 1, au 10 avril, la date du premier tour du scrutin. La publication de ce décret a des implications juridiques très importantes qui ont été rappelées par le président du Conseil de Cabus. Ça n'a rien à faire dans les argumentations. Bon. La date de publication de ce décret correspond à celle de démarrage de la période de recueil des parrainages qui en a commencé le 27 janvier 2022 et s'en fait le 4 mars 2022. Bon. C'est juste pour dire que c'est très court. Mais bon, on n'a pas le temps d'obtenir 200 parrainages de plus. On ne sait pas. Il y a déjà 300, il en faudrait 200 de plus. Non, mais ça n'a rien à voir avec le problème, parce que le problème, c'est soi-disant que le président n'aurait pas eu le droit de signer ce décret. Je ne fais que discuter l'affirmation qui est posée là. C'est une tautologie, ça n'apporte rien. Bon. Le décret alors là, attention, là c'est en gras. Le décret de convocation des électeurs est un décret en Conseil des ministres. Bon, la formulation n'est pas bonne. Un décret en Conseil des ministres. Ce n'est pas une bonne formulation. C'est un décret qui a été signé par le président de la République à l'issue d'un Conseil des ministres. Voilà ce que c'est une formulation juridique. Alors, il a été discuté et adopté. Alors, bon, il se rattrape un peu après. Il a été discuté et adopté en Conseil des ministres, le mercredi à l'Élysée, porte la signature du président de la République, conformément à l'article 9 de la Constitution, qui dispose que le président de la République préside le Conseil des ministres. Mais non. Bon. Oui, il a été discuté et adopté au Conseil des ministres. Oui, le mercredi, oui. À l'Élysée, oui. Il porte la signature du président de la République, oui. Conformément à l'article 9 de la Constitution. Alors, qui dispose que le président du Conseil des ministres qui dit que le président de la République préside le Conseil des ministres. Ce n'est pas parce que le président de la République préside le Conseil des ministres qu'il est obligé de signer des décrets. Il l'a signé, c'est tout. Bon. Lors de l'adoption de la loi organique
de 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du président de la République, la question de la nature juridique du décret contesté a fait l'objet d'une discussion. Alors, là, voilà, l'idée, c'est de nous dire qu'en 2021, on a discuté sur la nature juridique du décret du président de la République lorsqu'il convoque les citoyens. Alors, après l'article 1er de la loi, d'après l'article 1er de la loi qu'on connaît bien, 1962, relative à l'élection du PR, le suffrage universel, au suffrage universel, il est inséré un article 1 bis, ainsi rédigé. Lorsque l'élection présidentielle a lieu dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article 7 de la Constitution, les électeurs sont convoqués par un décret publié au moins 10 semaines avant la date du premier tour de scrutin. Voilà. Bon. Donc la loi 62, elle dit que les électeurs sont convoqués par un décret qui est publié au moins 10 semaines avant la date. Alors, ça, c'est ce qu'elle écrit, Diane. Bon, moi j'ai pris exactement ce qui est écrit dans la Constitution. Lorsque l'élection du président de la République a lieu dans les conditions prévues au 3e alinéa, les électeurs sont convoqués par un décret publié au moins 10 semaines avant la date du premier tour du scrutin. En cas de vacance de la présidence de la République, ou lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré définitif l'empêchement du président, les électeurs sont convoqués sans délai par décret. Il est donc fait référence, c'est Diane qui le dit, il est donc fait référence ici à un décret simple. Voilà, là une invention. Décret simple, ce mot n'existe pas, décret simple. Décret, c'est un décret. Il est donc fait référence à un décret qui relève de la compétence du Premier ministre en application de l'article 21 de la Constitution et non à un décret en Conseil des ministres. Moi j'ai mis, c'est une affirmation gratuite, le texte dit seulement convoqué par décret. Le texte dit convoqué par décret. Bon, l'article 21 de la Constitution. Pourquoi je n'ai pas mis ça? Alors, l'article 21 de la Constitution, je vais vous le trouver. Non, si ça existe, les différents types de décrets. Il y a les décrets simples, les décrets en Conseil d'État et les décrets en Conseil des ministres. Oui, mais c'est pas dit dans la Constitution. Alors, c'est peut-être pas dit dans la Constitution, mais ça doit être dit dans une loi organique quelque part. Non, mais forcément. Attends. Elle cite la loi organique. Elle cite la loi organique. Bon. Elle dit, la loi organique dit, d'après l'article 1er de la loi relative à l'élection du PR, il est inséré un article 1, les électeurs sont convoqués par un décret. Voilà ce que dit la loi 62. Elle parle de décret. Bon, là, on parle de décret. Je veux dire simplement que la notion de décret simple existe. Voilà. Non, mais c'est la notion. Bon, il y a tant de notions qui existent. Elle pourrait dire, il fait référence ici à, je ne sais pas moi, à une fable de La Fontaine qui existe. Vous pouvez dire, mais la fable de La Fontaine existe. Non, ça n'a rien à voir. Oui, ça ne sert à rien d'ajouter simple, mais ça existe. Non, mais c'est pas que ça sert à rien. C'est un biais. C'est un biais de raisonnement. Ouais. Il est donc fait référence à un décret simple. Comment ça, il est donc fait référence à un décret simple? Bon, c'est une mémoire en requête qui dit attention, nature juridique du décret contesté. Bon, alors on s'attend à une démonstration. Démonstration, non pas avec des fables de La Fontaine, mais une démonstration avec des textes de loi. Bon, elle nous sort un texte de loi qui parle de décret, pas de décret simple. Elle dit donc c'est un décret simple. C'est inadmissible, ça. Voilà, de la part d'un avocat, c'est inadmissible. Alors, bon, qui relève, en plus elle dit, c'est un décret qui ne relève pas du président de la République, il relève du Premier ministre. La preuve, l'article 21, qu'elle ne cite pas.
Bon, c'est du travail mal fait, parce que si elle dit le PR n'est pas fondé à signer ce décret, parce que c'est le Premier ministre qui est fondé à le signer, et c'est parce que c'est écrit dans l'article 21. Bon, et ça veut dire que c'est pas noté dans la loi organique de 62. Bon, alors voyons ce que dit l'article 21. Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder. Ah oui, mais Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, il est responsable de la défense nationale, il assure l'exécution des lois, sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et C'est ça. militaires. voilà. C'est ça, en Alors, fait. Il exerce le pouvoir réglementaire. alors, Le décret, c'est de l'ordre réglementaire. alors, je n'ai pas mis l'article 21 parce que j'ai pensé que c'était tellement sans objet, mais je le mets quand même. Voilà, le papier est apparu. Bon. Donc, l'article 21, en le lisant, ne permet pas de déduire que l'article 1 bis de la loi organique du 6 novembre 62, lorsqu'elle parle de décret, dit que c'est un décret qui est signé par le Premier ministre. Donc, l'avocat dit des mensonges. Voilà. Il est fait référence à un décret simple qui relève la compétence du Premier ministre et pas du Premier ministre. La preuve, l'article 21, et l'article 21 n'est pas une preuve. Voilà. Ouais, alors justement, l'article 13, c'est le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres, Voilà. il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Bon, Voilà. alors, donc là, c'est vraiment les décrets en Conseil de ministres. Voilà, en Conseil des ministres. Ce qui prouve bien, alors, je vais remettre dans l'article 13, alors bon, ce qu'on est en train de voir, de démonter là, c'est le travail. Voilà, c'est parce que nous, ça nous sert ensuite pour notre travail ultérieur. Bon, on n'est pas en train de dire un tel, c'est gentil, il est méchant, il est gentil. On est en train de voir si le boulot est bien fait. Bon, le boulot est mal fait, puisque en application de l'article 21 cite l'article 13, et il fallait qu'elle dise de l'article 13, de l'article 21, de l'article 13. L'article 13, je vais le noter, je vais l'ajouter, puisqu'il vient corroborer, disons, l'erreur de l'avocat. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, il est responsable de la défense nationale, il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, c'est-à-dire que le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Voilà, à part ça, il exerce le pouvoir réglementaire. À part ça, il peut faire tout le reste. Bon, là donc très clairement, c'est le contraire de ce qu'elle dit. Oui, voilà. Parce qu'elle dit que c'est le Premier ministre. Elle dit qu'en fonction de l'article 21, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Non, ça veut dire qu'ils n'ont pas lu, ils ont fait ça. Ce qu'elle dit, c'est que ce décret, qui est juste un décret organisationnel qui fixe les dates des élections, etc., normalement, ça devrait être un décret simple que seul le Premier ministre devrait signer. Non, ce n'est pas ce qu'elle dit. Je dis ce qu'elle dit. Non, mais ça, c'est une élucubration, ça. Et ça, ce décret n'a pas été délibéré en Conseil des ministres, donc il ne devrait pas avoir à être signé par le président de la République. Il a été délibéré. Peut-être que c'est ça qu'elle veut dire. Peut-être qu'il n'a pas été délibéré. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est faux. Parce que elle part de décret simple. Bon. Le décret simple, ça n'existe pas dans l'article qu'elle cite. Bon. Deuxièmement, elle dit que ce décret aurait dû être signé par le Premier ministre parce que l'article 21 le dit. Non, l'article 21 dit le contraire. L'article 21 dit que le président signe les décrets délibérés au Conseil des ministres. Non, ça c'est l'article 13 qui dit ça. Oui. L'article 21 dit simplement que le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire. L'article 21 cite l'article 13. L'article 21 dit que sous réserve, c'est-à-dire que sous réserve de l'application de l'article 13, c'est-à-dire sous réserve que c'est le président qui signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres,
le Premier ministre, il peut signer autre chose, c'est-à-dire pratiquement, je ne sais pas quoi, mais pas ça. Mais pas les décrets. Or, Si, plein de décrets. Bon, décrets. Oui. le décret en question, c'est-à-dire le décret qui est attaqué là, du 26 janvier 2022, le décret, il dit moi, président de la République, je convoque les trucs, vu la loi, vu la loi machin, vu le code électoral et vu les délibérations du Conseil des ministres. Donc, en fait, si on résume bien, en fait, le président avait parfaitement le droit de signer un décret, vu qu'il avait la loi derrière lui. Mais non, mais le président, c'est lui qui doit signer ce décret parce qu'il a été délibéré au Conseil des ministres. C'est ça. Est-ce qu'on en est sûr? Ah ben, c'est ce qui est écrit. Alors bon, je vais ressortir le... Oui, tu as raison de... Ouais. On en est sûr, parce que c'est vraiment un truc purement organisationnel de dire c'est à telle date les élections, etc. Est-ce que tu crois que ça, c'est débattu en Conseil des ministres? Ça, c'est une bonne J'ai des question. doutes, hein. J'ai des doutes, franchement. Ouais. En fait, Luc, si ça se trouve, ils l'ont peut-être pas fait. Ils ont dit, bon, on entame le protocole, et puis dans le protocole, hop. Mais j'en sais rien, peut-être ça a été fait, et c'est à ce moment-là, effectivement, c'est légitime que ce soit le président de la République. Alors, décret du 26 janvier 2022. Bah oui, il suffit. Ouais. Ouais. Il suffit d'aller dessus. Ouais, vas-y. Regarde alors. De toute façon, il dit le président de la République, sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur et du ministre des Outre-mer, vu la Constitution, et puis là, blablabla. Ouais, c'était un mercredi. Le Conseil continuel consulté, le Conseil des ministres entendu, décrète. Voilà. Je ne l'avais pas mis parce que voilà. Le Conseil des ministres entendu. Ouais, donc c'est sans objet, c'est pas un décret simple. C'est un décret. Voilà. Non, j'étais sûr que je l'avais vu, mais j'ai pas tout. Alors, je vais vous le remettre. Donc elle se trompe. Oui, elle se trompe. Mais c'est inadmissible. Là, c'est une erreur assez grave. Non, enfin bon, quand on est avocat, cabinet d'avocat, c'est pour voir, voilà. C'est une erreur assez grave quand même, je dirais. Ah bah oui. Bah, en fait, elle est pas qualifiée pour ce genre de. Mais non, mais parce qu'on ils s'en foutent. On est dans le politique. Bah oui, c'est ça. Tout le monde s'en fout du juridique. On est dans le politique. Voilà. Bon, c'est exactement le principe du Conseil des tribunaux prud'hommes. C'est-à-dire, allez hop, on attaque, on dit, on calomnie. Hein, bon, et on s'en fout de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Là, elle dit, c'est le président. En plus, il se tire une balle dans le pied, puisqu'elle dit, c'est d'après l'article 21. L'article 21, bon, bah, une fois qu'on décortique bien, on s'aperçoit que. Bon, voilà. Donc. Moi, sur cette fois-là, voilà, il fallait vérifier que ça a été présenté au Conseil des ministres. Si ça a été, c'est ce qu'elle dit est faux. Voilà.